donne à Thomas l'appartement parisien, m'ont-ils ordonné. Devant leur gifle, j'ai souri et murmuré, vous venez de signer votre propre fin. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La musique n'a pas cessé, mais elle a vacillé. Une note de violon a tremblé, une fraction de seconde fausse, juste assez longtemps pour que les 300 invités du château de Chantilly retiennent leur souffle. Un silence soudain, épais, presque solide. Ma joue me brûlait. Un goût de sang, métallique et vif, a envahi ma bouche. Quelque part derrière moi, le tintement cristallin d'une flûte de champagne se brisant sur le marbre a semblé résonner pendant une éternité. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 35 ans. Et il y a 5 secondes, mon père, Jean-Pierre Dubois, ancien haut fonctionnaire, chevalier de la Légion d'honneur et roi autoproclamé de la fierté familiale, venait de me gifler. En public. Au mariage de mon propre frère. Espèce de petit ingrate égoïste, a-t-il sifflé, son haleine chargée d'un Armagnac hors de prix et d'une rage qui ne l'était pas, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je me suis tournée lentement pour lui faire face, sentant l'enflure commencer à déformer ma lèvre. Ma mère, Martine, était livide. Ses mains gantées de soie tremblaient, mais pas d'inquiétude pour moi. Non. Son angoisse était entièrement tournée vers la scène, vers le « qu'en dira-t-on ». Son regard fuyait le mien, balayant la salle, s'attardant sur la table d'honneur où le préfet et sa femme étaient assis, figés, les yeux ronds. Les photographes, un instant plutôt si actifs, s'étaient immobilisés comme des statues de sel. Je n'ai pas pris la peine de répondre à mon père. Mon regard a glissé par-dessus son épaule, vers la raison de tout ce cirque. Mon frère, Thomas, impeccable dans son smoking sur mesure, assis à côté de sa nouvelle épouse, Chloé. Il n'a pas sourcillé. Il n'a pas bougé. Il arborait un petit sourire en coin, un air de triomphe suffisant. Bien sûr qu'il souriait. C'était sa victoire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Une vague de froid, une clarté absolue, a balayé le choc et la douleur. J'ai regardé mon père dans les yeux, puis ma mère, puis mon frère. J'ai vu leur vrai visage, dépouillé de l'illusion familiale que j'avais si longtemps entretenue. J'ai vu un tyran, une lâche et un profiteur. Je me suis penché vers ma mère, assez près pour qu'elle seule puisse entendre, ma voix un murmure à peine audible mais tranchant comme du verre pilé. J'espère que le spectacle vous a plu. C'était le dernier. Puis, je me suis redressée. Sans un autre regard, j'ai tourné les talons. Mes talons aiguilles claquaient sur le sol en marbre, un son sec et régulier, comme le marteau d'un juge qui clôt une audience. Chaque pas me ramenait à moi-même. Chaque pas scellait leur sort dans mon esprit. J'ai traversé la grande salle de bal, la tête haute, sentant 300 paires d'yeux me suivre. Personne n'a tenté de m'arrêter. Personne ne m'a suivi. J'ai poussé les lourdes portes dorées et je suis sorti dans la fraîcheur de la nuit de juin. L'air frais sur ma joue brûlante était comme une promesse. La promesse d'une nouvelle ère. La mienne. 15 minutes plus tôt. L'ambiance était encore à la fête, au champagne qui coulait à flots et au rire forcé. J'avais tenté de m'échapper près du bar à champagne pour un instant de répit, mais ils m'avaient acculé, comme des prédateurs sentant une faiblesse. Mon père, ma mère. Leur approche était coordonnée, le fruit d'années de pratique. Amélie, ma chérie, il faut qu'on te parle, avait commencé ma mère, son sourire aussi faux que les perles à son cou. Mon père était allé droit au but, avec son élégance de bulldozer. Ton frère et Chloé ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie. Un endroit digne de notre nom. J'ai senti le piège se refermer. Je savais exactement de quoi il parlait. Ils peuvent louer, comme tout le monde. Il y a de très beaux appartements à Paris. Ma mère a gloussé, un son qui m'a toujours irrité. Ne sois pas naïve, Amélie. Il ne s'agit pas de n'importe quel appartement. Il s'agit de l'image de la famille. Le fils aîné, Thomas, doit être établi. C'est une question de statut, de crédibilité. Chloé, qui les avait rejoints comme par magie, a ajouté sa propre touche de venin mielleux.
Et puis, l'adresse dans le 7e arrondissement est essentielle pour notre réseau, tu comprends. Pour les affaires de Thomas. Leur culot était sans fond. Ils ne parlaient pas d'un simple bien immobilier. Ils parlaient de mon sanctuaire. L'appartement haussmannien de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais vraiment vue. C'est elle qui m'avait poussé vers les sciences, qui avait applaudi mon entrée en école d'ingénieur quand mon père grommelait que ce n'était pas une voie pour une femme. À sa mort, l'appartement était entré dans la succession. Mes parents avaient immédiatement déclaré qu'ils le réservaient, pour Thomas, pour plus tard. Mais je savais ce que cela signifiait. J'avais vu comment il finançait ses échecs successifs, ses start-ups qui ne démarraient jamais. J'ai travaillé jour et nuit pendant 2 ans. J'ai enchaîné les missions de conseil en cybersécurité, sacrifié mes week-ends et mes vacances. J'ai utilisé chaque centime de mes économies pour racheter les parts de la succession à mon oncle et à ma mère, à leur juste valeur marchande. Légalement, l'appartement était à moi, et à moi seul. Un projet que ma grand-mère, de son vivant, avait toujours encouragé. L'indépendance, ma petite, c'est la seule vraie richesse, me disait-elle. J'ai regardé les 3 visages avides devant moi. L'appartement n'est pas à louer. Et il n'est pas à vendre. C'est chez moi. C'est une maison de famille, a tonné mon père. Tu n'es qu'une seule personne. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. C'est de l'égoïsme pur. C'est mon égoïsme, que j'ai payé avec mon travail, ai-je rétorqué, ma voix restant calme, mais ferme. Thomas est un adulte. Chloé aussi. Ils sont parfaitement capables de construire leur propre vie sans prendre la mienne. La discussion est close. C'est ce mot, close, qui a fait basculer mon père. Son visage s'est congestionné. Voir son autorité bafouée, sa volonté contrariée par sa propre fille, était un affront qu'il ne pouvait tolérer. La suite, je la sentais sur ma joue. Le silence de la salle de bal, le poids des regards, le petit sourire de mon frère. Tout cela était né de ce simple mot, non. Un mot qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre de ma part. La route entre Chantilly et Paris n'a jamais semblé aussi longue et aussi courte à la fois. Les phares de ma voiture découpaient un tunnel dans la nuit noire, un cocon de solitude où le monde extérieur n'existait plus. Je ne pensais à rien et à tout en même temps. La brûlure sur ma joue s'était transformée en une douleur sourde, un rappel constant, physique, de la fracture qui venait de se produire. Ce n'était pas la douleur qui m'obsédait, mais la clarté qu'elle avait apportée. C'était comme si la gifle avait fait tomber un voile, révélant la structure pourrie de ma famille dans ses moindres détails. Arrivé à Paris, je n'ai même pas envisagé de rentrer chez moi. L'idée de me retrouver entre ces murs qu'il convoitait avec tant d'avidité, m'était insupportable. Mon sanctuaire avait été profané par leurs simples mots. Alors, j'ai conduit machinalement, longeant les quais de la Seine jusqu'à atteindre une petite rue pavée du 5e arrondissement. Je me suis garé. Devant moi se trouvait une devanture en bois sombre, avec des lettres dorées discrètes, le chant des oiseaux. C'était un café-librairie, mon refuge secret depuis des années. Un endroit hors du temps, rempli de l'odeur du vieux papier et du café fraîchement moulu. Il était presque 1h du matin, la boutique aurait dû être fermée. Mais une lumière chaude filtrait encore de l'intérieur. J'ai poussé la porte. Antoine était derrière le comptoir, en train de polir des verres. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux doux et un calme qui semblait imperméable à l'agitation du monde. Il a levé les yeux, et son expression a changé. Il n'a pas montré de surprise, mais une sorte d'inquiétude silencieuse. Il a vu la marque sur ma joue, la tension dans mes épaules. Il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête, s'est retourné et a préparé un café noir. Je me suis assise à ma table habituelle, au fond, près d'une étagère croulant sous les recueils de poésie. Il a posé la tasse devant moi, accompagné d'un verre d'eau et d'un petit financier aux amandes. Parfois, pour reconstruire, il faut un endroit calme où poser les premières briques, a-t-il dit doucement, avant de retourner à son comptoir, me laissant à ma solitude respectée. Ces mots étaient la permission dont j'avais besoin. Je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas pleurer. J'allais construire. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. L'écran s'est allumé,
projetant une lueur bleutée sur mon visage. Le choc et la fureur se sont tues, remplacés par une concentration glaciale, la même que celle qui me prenait lorsque je traquais une faille de sécurité dans des milliards de lignes de code. J'ai créé un nouveau répertoire sur mon bureau, protégé par un mot de passe complexe. À l'intérieur, j'ai créé 3 sous-dossiers. Je les ai nommés avec une précision clinique. Le premier, forteresse. Il contiendrait tout ce qui était nécessaire pour me protéger. Juridiquement, financièrement, physiquement. Le deuxième, levier. Il contiendrait toutes les informations, toutes les failles, toutes les pressions que je pourrais utiliser. Ce ne serait pas pour la vengeance, mais pour le contrôle. Pour m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais me nuire. Le troisième, libération. C'était le dossier final. Le plan de sortie. La manière de couper les ponts, proprement, définitivement, selon mes propres termes. J'ai bu une gorgée de café. Il était fort, amer. Parfait. La première brique était posée. Je n'ai pas dormi. J'ai passé le reste de la nuit au chant des oiseaux, Antoine me resservant du café en silence, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube teintent le ciel de Paris. Je suis rentré chez moi vers 6 heures du matin, non pas pour me reposer, mais pour me préparer. J'ai pris une douche, j'ai choisi une tenue sobre et professionnelle, un pantalon noir, un chemisier en soie marine. Aucune trace de la victime. Je projetais le contrôle, l'efficacité. À 9 heures précises, l'interphone a sonné. C'était la concierge, sa voix nerveuse. Mademoiselle Dubois, vos parents sont en bas. Ils insistent pour monter. Ne les laissez pas entrer, Madame Martin. Dites-leur que je descends. J'avais déjà alerté le syndic de l'immeuble par email, mentionnant un différend familial et demandant une vigilance accrue. La confrontation n'aurait pas lieu dans mon espace privé, mais dans le hall, un terrain neutre, sous l'œil des caméras de sécurité. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ils étaient là. Mon père, arpentant le hall comme un lion en cage. Ma mère, debout, raide, son sac à main de grande marque serré contre elle comme un bouclier. Amélie. Enfin, a-t-elle commencé, tentant de prendre un ton de reproche maternel. Nous étions morts d'inquiétude. Partir comme ça. J'avais besoin de prendre l'air, ai-je coupé court, ma voix dénuée de toute émotion. Mon père s'est avancé, le visage encore marqué par la fureur de la veille. Cette comédie a assez duré. Tu vas monter, et nous allons avoir une discussion d'adultes. Il a fait un pas de plus, sa main s'est levée, comme pour me prendre par le bras. Je n'ai pas reculé. J'ai simplement dit, d'une voix blanche mais qui portait dans tout le hall, la prochaine fois que vous me touchez, Jean-Pierre, mon avocate utilise le mot « agression » dans sa plainte. Et pour information, les caméras du château ont une excellente résolution. Il s'est figé, la main en l'air. Le mot « Jean-Pierre » et non « papa » l'a frappé autant que la menace. Ma mère a blêmi. « Tu n'oserais pas » a-t-elle murmuré. « Mettez-moi au défi » ai-je répondu en me dirigeant vers la sortie. Ah, et une dernière chose. J'ai changé les serrures ce matin. Ne vous donnez pas la peine d'essayer vos vieilles clés. Je les ai laissées là, plantées au milieu du hall, la confusion et la stupeur remplaçant enfin l'arrogance sur leur visage. Ils commençaient à peine à comprendre qu'ils n'avaient pas giflé une fille, mais réveillé une ennemie. La guerre psychologique a commencé dans l'heure qui a suivi. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans discontinuer. J'ai tout lu, sans répondre, mais en prenant soin de faire des captures d'écran pour mon dossier levier. D'abord, ma mère, la culpabilisation, Amélie, ton père est dévasté. Tu brises cette famille. Pense à ce que ta grand-mère dirait si elle te voyait. Puis, mon frère, la fausse camaraderie condescendante, salut sœurette. Faut pas le prendre comme ça. Papa était stressé. On se prend un verre et on oublie tout ça? Fais pas ton cinéma. Ensuite, Chloé, via une story Instagram publique avec une photo d'elle et Thomas s'embrassant, tellement heureuse de construire notre futur avec une famille qui nous soutient vraiment. #Family First, #loyauté, #contre l'égoïsme. J'ai souri. C'était une pièce à conviction parfaite. Enfin, ma tante Hélène, la sœur de ma mère, le relais des commérages, ma chérie, ta mère m'a appelé en larmes.
Qu'est-ce que tu as encore fait pour la mettre dans un état pareil? Il faut savoir faire des concessions dans la vie. J'ai méthodiquement bloqué leur numéro. J'ai muté toutes les conversations. Le silence n'était pas une fuite. C'était une préparation. Ils m'avaient déclaré la guerre sur leur terrain, la manipulation émotionnelle. J'allais leur répondre sur le mien, la logique, la loi et la technologie. Le lendemain, à 14 heures, je poussais la porte d'un cabinet d'avocats discret près de la place Vendôme. Pas de plaque en cuivre ostentatoire, juste un nom gravé sobrement, Legrand et associé. Maître Isabelle Legrand n'était pas seulement mon avocate. C'était mon amie, ma confidente depuis nos années en classe préparatoire. Elle, la littéraire brillante, moi, la scientifique rigoureuse. Nous étions un duo improbable, mais notre amitié était cimentée par un respect mutuel pour l'intelligence de l'autre. Isabelle m'a accueilli dans son bureau, un espace moderne et épuré avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Elle était comme son bureau, élégante, précise, sans fioriture. Elle a vu la marque sur ma joue, qui avait viré au jaune et au violet. Raconte-moi tout, Amélie. Sans rien omettre. Je lui ai tout raconté. La scène au mariage, la conversation qui l'a précédée, les messages, les appels. Je lui ai montré les captures d'écran, la story Instagram de Chloé. Pendant que je parlais, elle ne m'a pas interrompu. Elle prenait des notes sur un carnet, son visage impassible, mais je voyais une lueur de combat s'allumer dans ses yeux. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Bien. La situation est claire. Ils ont commis une erreur monumentale. Ils t'ont sous-estimé. Que puis-je faire, Isa? Je veux qu'ils me laissent tranquille. Définitivement. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville. La paix ne s'obtient pas en demandant. Elle se conquiert. Nous n'allons pas être en défense, Amélie. Nous allons prendre l'initiative. La gifle, c'est une voie de fait. L'humiliation publique, c'est du harcèlement. La demande concernant l'appartement, c'est une tentative d'extorsion morale. Nous avons de quoi construire un dossier solide. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle s'est retournée vers moi. La colère est un carburant. Je suis le moteur. Dites-moi où nous allons. Je ne veux pas les détruire, Isa. Pas encore. Je veux un levier. Un levier si puissant qu'ils n'oseront plus jamais prononcer mon nom sans trembler. Parfait, a-t-elle dit avec un sourire fin. Alors, nous allons chercher ce qui se cache sous la surface. Tu m'as parlé des affaires de ton frère, financées par ton père. Et de ce projet immobilier à Neuilly que Chloé convoite tant. C'est là que nous allons creuser. L'idée a fait tilt dans mon esprit. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle. C'était une enquête. Le promoteur du projet de Neuilly s'appelle Prestige Invest, ai-je dit, mes doigts courant déjà sur mon clavier. Une société relativement nouvelle, avec une croissance très rapide. Trop rapide. Pendant que tu t'occupes de la partie numérique, je m'occupe de la partie administrative, a dit Isabelle. Je vais demander les statuts de la société, vérifier les noms des actionnaires, les montages financiers. On va éplucher leurs comptes comme une orange. En sortant de son bureau, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme une stratège. Isabelle avait raison. La paix se conquiert. Et j'étais en train de rassembler mon armée. Mon arsenal ne serait pas fait de cris et de larmes, mais de données, de faits et de lignes de code. Je me suis concentré sur Prestige Invest. J'ai passé les jours suivants à cartographier leur infrastructure numérique. Leurs serveurs, leurs fournisseurs de services, leur système de sécurité. C'était un travail méticuleux, obsessionnel. Je n'ai pas cherché à pirater. Je n'en avais pas besoin. Je cherchais des négligences, des erreurs, des portes laissées entr'ouvertes. Et dans le monde de l'entreprise, il y en a toujours. Le plan n'était pas d'acheter leur projet, mais de comprendre comment le démanteler de l'intérieur, en toute légalité. L'idée m'est venue une nuit, vers 3 heures du matin, alors que je fixais le plafond de ma chambre. Le sommeil me fuyait, mon esprit tournant en boucle, cherchant une connexion, un point d'entrée. Et soudain, un souvenir a refait surface, un détail que j'avais enfoui depuis près de 10 ans.
La première start-up de Thomas. Une idée ridicule de livraison de produits du terroir par abonnement. Il avait eu besoin d'un petit serveur pour héberger son site web et sa base de données clients. Bien sûr, il n'y connaissait rien. C'est moi qui l'avais appelé à l'aide. Toi, la geek, tu peux me faire ça en 2 minutes, non? Je me souviens de mon soupir, de ma lassitude face à sa paresse déguisée en charme. Mais j'avais accepté. J'avais configuré pour lui un petit serveur privé virtuel. Et, connaissant sa négligence légendaire en matière de sécurité, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. J'avais créé une backdoor, une porte dérobée administrative. À l'époque, mon intention était purement pratique, cela me permettrait de faire la maintenance à distance, de corriger ses erreurs sans avoir à lui demander constamment des mots de passe qu'il oubliait systématiquement. C'était ma prévoyance, ma façon de gérer son incompétence. L'entreprise avait fait faillite en 6 mois, comme prévu. Mais le serveur? Avait-il été complètement effacé? J'en doutais. Thomas n'était pas du genre à nettoyer ses traces. Il était du genre à abandonner les choses en l'état. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai sauté du lit et je me suis précipité vers mon ordinateur. J'ai retrouvé mes vieilles archives, les notes de configuration de l'époque. L'adresse IP, les identifiants de la porte dérobée. J'ai ouvert un terminal, mes doigts tapant des commandes avec une vitesse fébrile. J'ai lancé la connexion. Pendant 1 seconde, il ne s'est rien passé. Et puis, une ligne de texte est apparue sur mon écran noir. Connexion établie. J'avais réussi. J'étais à l'intérieur. Le serveur était toujours actif, dormant dans un coin oublié d'un data center. J'ai commencé à explorer les répertoires. C'était un cimetière numérique, rempli des débris de ses projets avortés. Mais il y avait plus. Il avait utilisé ce même serveur pour stocker des documents personnels, des factures, des correspondances. Il était si arrogant et si paresseux qu'il n'avait jamais envisagé que quelqu'un puisse venir fouiller ici. Et c'est là que j'ai trouvé la mine d'or. Un dossier nommé « Papa, affaires ». À l'intérieur, il n'y avait pas seulement les preuves du financement de ses échecs. Il y avait la comptabilité parallèle de la société de conseil de mon père, Dubois et Associés Conseil. Des factures pour des missions de consulting fictives, des virements vers des sociétés écrans basées à l'étranger, et des retraits en espèces qui correspondaient étrangement aux sommes dont Thomas avait besoin pour financer son train de vie luxueux. Mon père ne se contentait pas d'éponger les dettes de son fils. Il avait mis en place un système de blanchiment d'argent pour lui fournir des fonds, à l'abri du fisc et des regards. Mais la pièce la plus accablante, celle qui m'a fait physiquement mal, n'était pas un document financier. C'était un fichier audio. Un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Thomas et mon père, datant de quelques mois avant le mariage. La qualité était médiocre, mais les voix étaient indubitables. « Elle ne voudra jamais céder l'appartement de mamie », disait Thomas, sa voix géniarde. « Ne t'inquiète pas pour ça », répondait mon père. « On va la travailler au corps. Ta mère va lui faire son numéro sur la famille, et si ça ne suffit pas, je lui mettrai la pression. Elle finira par craquer. Elle craque toujours. Son obsession pour le travail, c'est bien gentil, mais ça doit servir à quelque chose, non? Ça doit servir la famille. Tu crois vraiment? Elle est têtue. Laisse-moi faire. Au mariage, devant tout le monde, elle n'osera pas faire de scandale. On la coincera, et ce sera réglé. J'ai arrêté l'enregistrement, le souffle coupé. La nausée m'a submergé. Ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas une colère passagère. C'était un plan. Froid. Calculé. Une conspiration contre moi, orchestrée par mon propre père et mon propre frère. Ils ne se moquaient pas seulement de mon travail, ils prévoyaient de l'exploiter. Ils avaient planifié mon humiliation. J'ai sauvegardé l'enregistrement dans mon dossier « Levier ». C'était plus qu'un levier. C'était une arme nucléaire. La trahison n'était plus une impression. C'était un fait, documenté et horodaté. L'enregistrement audio a tout changé. La colère froide s'est transformée en une détermination de glace. Il ne s'agissait plus de me défendre, mais de démanteler, pièce par pièce, le château de cartes sur lequel reposait leur arrogance.
Mon premier objectif, Prestige Invest, le projet immobilier de Neuilly, le symbole des ambitions de mon frère et des magouilles de mon père. Mon enquête numérique sur le promoteur m'avait déjà permis de cartographier leur système. Comme beaucoup d'entreprises à croissance rapide, leur sécurité était un gruyère. Ils avaient investi dans la façade, le marketing, mais pas dans les fondations. J'ai découvert une faille de sécurité critique dans leur portail de gestion des investisseurs. Une faille qui permettait, avec la bonne manipulation, d'accéder à des documents qui n'auraient jamais dû être publics. En l'exploitant de manière non destructive et intraçable, j'ai pu accéder à des dossiers de transactions. Et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Des virements importants provenant d'une des sociétés écrans de mon père, maquillés en investissement légitime. Prestige Invest n'était pas seulement un projet immobilier, c'était une blanchisserie à grande échelle pour l'argent de mon père. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien modifié. J'ai simplement collecté les preuves. Puis, j'ai passé une journée entière à rédiger un rapport de vulnérabilité technique. Un document de 12 pages, impeccable, professionnel, détaillant la faille, ses implications et les preuves des transactions frauduleuses que j'avais découvertes. C'était un travail d'orfèvre, un chef-d'œuvre de précision technique qui ne laissait aucune place au doute. Le lendemain, j'ai envoyé ce rapport, de manière totalement anonyme, via un réseau sécurisé, à 3 destinataires, l'Autorité des marchés financiers, AMF, Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, et, pour faire bonne mesure, au principal cabinet d'audit concurrent de celui qui certifiait les comptes de Prestige Invest. Je savais que la machine administrative serait lente, mais une fois lancée, elle serait implacable. Maintenant, il fallait s'occuper du front intérieur. Je savais que mon père n'opérait pas seul. Dans les documents trouvés sur le serveur, un nom revenait souvent, Alain Bernard. Un associé de longue date, un homme d'affaires plus âgé, visiblement le complice de mon père dans ses montages. D'après leurs échanges, Bernard semblait de plus en plus nerveux, inquiet de l'ampleur que prenaient leurs opérations. Il était le maillon faible. Je ne pouvais pas le contacter directement. Mais je pouvais semer la zizanie. J'ai utilisé une autre de mes trouvailles, un dossier contenant des informations compromettantes sur Bernard lui-même, une vieille histoire de délit d'initié qu'il avait réussi à étouffer. Via une nouvelle adresse email intraçable, je lui ai envoyé un message très court. Il ne contenait aucun texte, juste une pièce jointe, le scan d'un article de journal datant de 20 ans, relatant son ancienne affaire. L'objet de l'email était simple, le passé ne meurt jamais. Je n'ai pas eu besoin d'en faire plus. J'imaginais sa panique. Il allait penser que quelqu'un était en train de tout déterrer. Qui? Un concurrent? Le fisc? Ou peut-être, son propre associé, Jean-Pierre, qui chercherait à se couvrir en le sacrifiant? Le doute est un poison plus efficace que n'importe quelle menace. Pendant ce temps, j'ai utilisé ma tante Hélène, la reine des commérages. Lors d'un de ces appels insistants auxquels j'ai décidé de répondre, j'ai distillé, l'air de rien, une information soigneusement calibrée. Oh, tu sais, tante Hélène, je m'inquiète un peu pour papa. Il a l'air tellement stressé par ses affaires. Il m'a parlé d'un gros investissement à Neuilly qui semble un peu risqué. J'espère qu'il ne met pas toute sa fortune là-dedans. Je savais qu'en moins de 24 heures, cette inquiétude serait transformée et amplifiée, devenant une rumeur dans toute la famille. Amélie dit que Jean-Pierre est au bord de la faillite à cause d'une affaire véreuse. Je créais le chaos, la paranoïa, en utilisant leurs propres armes contre eux. Le champ de bataille était prêt. La phase suivante de mon plan nécessitait une confrontation directe. Pas avec mon père, qui n'entendait que la force, mais avec ma mère, dont le point faible était l'image et la peur du scandale. Je lui ai envoyé un message laconique. « Maman, il faut que l'on se parle. Seul. Demain, 16h, au salon de thé de l'hôtel Lutetia. Ne sois pas en retard. » Le choix du lieu était stratégique. C'était un endroit public mais feutré, un temple de la bourgeoisie parisienne où elle se sentirait obligée de bien se tenir. C'était son terrain de jeu, mais j'en avais défini les règles. Elle est arrivée à l'heure, vêtue de son uniforme de dame du monde, tailleur impeccable, coiffure parfaite, un air de martyr digne. Elle s'est assise en face de moi, son regard me jaugeant. « Amélie, je suis contente que tu aies enfin décidé de revenir à la raison », a-t-elle commencé.
J'ai levé une main pour l'interrompre. Je ne suis pas ici pour me réconcilier. Je suis ici pour te proposer un choix. J'ai sorti une tablette de mon sac. Sans un mot, je lui ai fait écouter l'enregistrement. Celui de mon père et de mon frère, complotant contre moi. Je l'ai observé pendant qu'elle écoutait. Son visage a perdu toutes ses couleurs. La surprise, puis l'horreur, puis la peur se sont succédés dans ses yeux. Son masque de dignité s'est fissuré. Quand l'enregistrement s'est terminé, elle était sans voix. Je ne savais pas. Oh, je pense que si, ai-je dit froidement. Tu ne connaissais peut-être pas les détails, mais tu connaissais l'intention. Tu as toujours su. Tu as toujours choisi de te taire. J'ai fait glisser l'écran pour afficher quelques-uns des documents financiers que j'avais trouvés. Les virements, les noms des sociétés écrans. Ceci, c'est ce que ton mari et ton fils font depuis des années. Ce n'est pas juste immoral, c'est illégal. Et ça va très mal se terminer pour eux. Pour vous tous. Elle a porté une main tremblante à sa bouche. Que veux-tu, Amélie? De l'argent? J'ai presque ri. L'argent, c'est votre langage, pas le mien. Non. Je te l'ai dit, je suis ici pour t'offrir un choix. Un choix très simple. Je me suis penchée en avant, ma voix basse et intense. Option A, tu rentres chez toi ce soir. Tu convaincs papa de couper complètement les ponts financiers avec Thomas. Plus un centime. Tu lui dis de le laisser se débrouiller seul, de faire face aux conséquences de ses actes. Si tu fais ça, alors ces documents, cet enregistrement, tout cela reste entre nous. Je disparais de votre vie, et vous gérez votre propre chaos. Je l'ai laissé absorber l'information avant de continuer. Option B, tu ne fais rien. Tu continues de le protéger, de le couvrir. Et dans ce cas, je ne peux plus rien garantir. Quand tout explosera et crois-moi, ça va exploser. Thomas sera emporté par la vague, tout comme son père. Il perdra tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne lui demandais pas de me choisir, moi. Je lui demandais de quantifier son favoritisme. Je la forçais à mettre ces deux hommes sur les plateaux d'une balance et à décider lequel elle était prête à sacrifier pour sauver l'autre. C'était un piège psychologique cruel, et elle y était entrée tête la première. Elle me fixait, son esprit tournant à toute vitesse. La voir ainsi, dépouillée de son assurance, était une étrange victoire. Elle a cherché une troisième option, une échappatoire, mais il n'y en avait pas. Tu ne peux pas me demander de faire ça. A-t-elle finalement balbutié. C'est ton frère? C'est ton fils, ai-je corrigé. Et l'autre, c'est ton mari. Le choix t'appartient, maman. Elle est restée silencieuse. Son incapacité à répondre, son refus de choisir, était un choix en soi. Elle ne sacrifierait pas son petit. Elle préférait parier sur le fait que je bluffais. C'était la réponse que j'attendais. J'ai rangé ma tablette, me suis levée et j'ai posé quelques billets sur la table pour payer les consommations. J'ai ma réponse, ai-je dit. Bonne chance. Tu en auras besoin. Ma mère ayant fait son choix par inaction, j'ai déclenché la phase suivante. Le rapport de vulnérabilité que j'avais envoyé anonymement a produit ses effets plus vite que je ne l'aurais cru. Une semaine après ma rencontre avec ma mère, un article est paru dans la section économique du Figaro. Il était titré « Inquiétude sur la solidité financière du promoteur Prestige Invest, l'AMF ouvre une enquête ». L'article, très prudent, citait des « sources anonymes » faisant état de « graves irrégularités comptables » et d'une « enquête préliminaire » des autorités financières. Le projet phare de Neuilly était officiellement gelé. L'onde de choc a été immédiate. Les investisseurs ont paniqué. Les banques ont gelé leurs lignes de crédit. Le château de cartes, Prestige Invest, a commencé à s'effondrer. Pour mon frère et Chloé, cela signifiait que l'appartement de leurs rêves, celui pour lequel ils m'avaient humilié, s'était évaporé dans la nature. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Leur train de vie reposait entièrement sur les fonds que mon père leur allouait via ses montages. Avec la panique semée par mon message à Alain Bernard et les premières rumeurs de faillite propagées par ma tante, mon père avait dû devenir beaucoup plus prudent. Les flux d'argent se sont taris.
2 semaines plus tard, j'ai reçu une notification du syndic de l'immeuble où il louait un appartement de luxe temporaire. Un avis d'expulsion pour loyer impayé. Ils avaient 3 mois de retard. Ils ont été mis à la porte, sans cérémonie. C'est ce soir-là que j'ai reçu le texto. De Thomas. Un message plein de rage et d'incompréhension. C'est toi qui fais ça, n'est-ce pas? Maman m'a tout raconté. Tu es en train de tout détruire par jalousie. Tu bluffes. Tu ne peux rien prouver. Je l'ai lu, et j'ai ressenti un calme absolu. J'ai ouvert mon dossier, levier. J'ai choisi ma réponse avec soin. Ce ne seraient pas des mots. Ce serait une preuve, irréfutable et personnelle. J'ai fait une capture d'écran de la transcription de l'enregistrement audio. Juste le passage le plus accablant. Père, laisse-moi faire. Au mariage, devant tout le monde, elle n'osera pas faire de scandale. On la coincera, et ce sera réglé. Thomas, tu crois vraiment? Elle est têtue. J'ai envoyé cette image en réponse à son message. Rien d'autre. Pas un mot d'explication. Juste la preuve froide et nue de sa propre trahison, de sa complicité dans le plan de mon père. La réponse a mis du temps à venir. Des heures. Puis, un nouveau message est apparu sur mon écran. Un seul mot. Pourquoi? J'ai hésité un instant. Puis j'ai tapé ma réponse, finale et définitive. Parce que tu as souri. Après ça, le silence. Un silence total de sa part. Il avait enfin compris. Il avait compris que je savais tout, que j'avais les preuves, et que sa vie confortable, construite sur mon dos et les crimes de son père, était terminée. L'implosion était en cours. J'avais allumé la mèche, et maintenant, je regardais, de loin, la structure familiale se consumer de l'intérieur. Mon téléphone ne sonnait plus. Les messages avaient cessé. Ce n'était pas la paix. C'était le silence qui précède l'effondrement final. Et j'attendais, patiemment, la visite du patriarche. Il est venu une semaine plus tard. Un soir de pluie, alors que Paris était enveloppé d'une brume grise. L'interphone a sonné. Je n'ai même pas eu besoin de regarder la caméra pour savoir qui c'était. Je l'ai fait monter. Je voulais que cette confrontation ait lieu sur mon territoire, entre mes murs. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais presque pas. Le tyran arrogant avait disparu, remplacé par un homme visiblement accablé, les épaules voûtées. C'était une performance, bien sûr. Je le savais. Il est entré dans le salon, ses yeux balayant la pièce, l'appartement qu'il avait tenté de me voler. Ton frère et Chloé ont emménagé chez nous, a-t-il dit d'une voix lasse. Ils ont tout perdu. Je suis au courant, ai-je répondu, en restant debout, sans lui offrir de s'asseoir. Il s'est tourné vers moi, essayant de jouer la carte de la pitié. Amélie, il faut que ça cesse. Tu es en train de détruire cette famille pour un appartement. J'ai laissé un silence s'installer avant de répondre, ma voix aussi tranchante que le verre. Ne vous méprenez pas, Jean-Pierre. Je me moque de cet appartement. Vous auriez pu me demander n'importe quoi d'autre. Vous auriez pu me demander un rein, et je l'aurais peut-être envisagé. Mais vous ne m'avez pas demandé. Vous avez ordonné. Vous avez conspiré. Vous m'avez humilié. Vous n'avez pas attaqué mes biens. Vous avez attaqué ma personne. Et vous avez perdu. Son visage s'est contracté. Ma froideur le déstabilisait. Il a changé de tactique, passant à l'apitoiement. J'ai dû démissionner de plusieurs conseils d'administration. Des rumeurs courent partout. Ma réputation est en lambeaux. Alain Bernard ne me prend plus au téléphone. Tout ce que j'ai construit. Tout ce que vous avez construit sur des mensonges et des fraudes, vous voulez dire, ai-je coupé. Votre réputation n'est pas en lambeaux. Elle est simplement en train de s'aligner avec la réalité. Il a fait un pas vers moi, tentant une dernière fois la carte de l'autorité paternelle, mais sa voix était fragile. Je suis ton père. Je t'ai peut-être fait une erreur, mais... Une erreur? J'ai éclaté d'un rire sans joie. Une erreur, c'est de mettre du sel dans son café. Planifier de spolier sa propre fille, la frapper en public parce qu'elle refuse, ce n'est pas une erreur. C'est un acte.
Un acte délibéré. Et les actes ont des conséquences. Il a semblé enfin comprendre qu'il n'obtiendrait rien. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Le papier était épais, crème. Ta mère? Elle espère que tu viendras. Pour son anniversaire. Un petit dîner. Juste la famille. J'ai pris l'enveloppe. C'était l'ultime bluff. L'invitation à revenir dans le giron, à prétendre que tout pouvait être pardonné. Dis à Martine que je serai là, ai-je dit, mon ton ne laissant transparaître aucune de mes intentions. Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde. Il a semblé soulagé, y voyant un signe de faiblesse, une ouverture. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas une trêve. C'était une convocation. J'allais assister à ce dîner, non pas en tant que fille, mais en tant que juge. Pour rendre mon verdict final. Maintenant, sors, ai-je ajouté, en lui montrant la porte. J'ai du travail. Il est parti, me laissant seul dans mon appartement. Je tenais l'invitation entre mes doigts. Le carton était froid, comme une pierre tombale. La pierre tombale de la famille Dubois. Le soir de l'anniversaire de ma mère, je suis arrivée dans la grande maison familiale en banlieue. C'était la maison de mon enfance, mais elle me semblait étrangère, hantée. L'ambiance était glaciale, malgré les efforts de ma mère pour maintenir une façade de normalité. Nous n'étions que 5 à table. Mes parents, Thomas, Chloé et moi. Ma tante Hélène avait décliné à la dernière minute, prétextant une migraine. Une sage décision. Le dîner était une torture silencieuse. Thomas et Chloé me foudroyaient du regard, leur visage marqué par l'amertume. Mon père buvait son vin rouge en silence, le regard dans le vide. Ma mère parlait pour tout le monde, sa voix trop aiguë, son rire trop fréquent. Je ne disais rien. Je mangeais lentement, observant le spectacle de leur décomposition. Au moment du dessert, ma mère a apporté un gâteau avec des bougies. Après le « joyeux anniversaire » le plus sinistre de l'histoire, elle s'est tournée vers moi, avec un espoir désespéré dans les yeux. « Amélie, ma chérie, tu n'as pas un petit cadeau pour ta maman ?» Je lui ai offert un sourire fin. « Si. J'ai une surprise. » Je me suis levée et j'ai sorti une petite télécommande de mon sac. J'ai appuyé sur un bouton, et un écran portable que j'avais discrètement installé dans un coin du salon s'est allumé. Ils m'ont regardé, interloqué. Un document officiel est apparu à l'écran. Un acte de vente. J'ai mis en vente l'appartement de grand-mère cette semaine, ai-je annoncé calmement. Un hoquet de stupeur a parcouru la table. Chloé a blêmi. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix portant clairement dans le silence pesant. J'ai appuyé à nouveau sur la télécommande. Un autre document est apparu. Un acte notarié. Voici mon cadeau, maman. J'ai pris des dispositions légales et irrévocables. 50% du produit net de la vente de l'appartement seront versés pour créer une fondation. J'ai marqué une pause, savourant leur confusion. Cette fondation aura pour but d'offrir une aide juridique et financière aux petites entreprises victimes de fraude et d'abus de confiance. Et pour honorer la probité et l'honnêteté que grand-mère a toujours chérie, cette fondation portera notre nom. Elle s'appellera la Fondation Dubois pour l'éthique des affaires. Le silence qui a suivi était absolu. Stupéfait. Ils ont compris en même temps. L'humiliation était totale, diabolique dans sa générosité apparente. Je ne leur prenais pas seulement l'appartement. Je transformais leur nom, leur fierté, en un symbole éternel de leur propre crime. Chaque article de presse, chaque événement de charité, chaque victime aidée par cette fondation serait un rappel public de leur malhonnêteté. Je les avais marqués au fer rouge, non pas avec une accusation, mais avec un acte de philanthropie. Mon père m'a dévisagé, le visage décomposé par une haine impuissante. Ma mère a fondu en larmes, des larmes silencieuses de défaite totale. Thomas, lui, a simplement posé sa fourchette et a fixé son assiette, vaincu. Je me suis rassise. Joyeux anniversaire, maman. Je n'ai pas attendu la fin du dîner. Je suis partie juste après mon annonce, les laissant mariner dans le poison que j'avais si soigneusement distillé. Dans les jours qui ont suivi, Isabelle m'a tenu informée des échos. La famille n'avait pas gardé le silence.
Elle avait implosé. Thomas, dans un accès de rage, s'était retourné contre son père, l'accusant d'avoir tout gâché par son arrogance. Jean-Pierre l'avait traité de bon à rien ingrat. Les murs de la grande maison familiale avaient tremblé sous leurs cris. Martine, prise entre les deux, s'était effondrée. La façade était tombée, ne laissant qu'un champ de ruines. Quelques mois plus tard. Un soir d'automne doux et doré. Je suis sur le balcon de mon appartement. L'appartement que j'ai finalement décidé de ne pas vendre. Le garder était la vraie victoire. Le transformer en un lieu de joie et de vie était ma réponse finale. Les lumières de Paris scintillent à mes pieds. La tour Eiffel brille au loin. Mais la plus belle lumière vient de l'intérieur, du salon où des rires éclatent. J'ai organisé mon propre dîner ce soir. Ma vraie famille est là. Isabelle, mon avocate, mon roc, lève son verre de vin. Sophie, mon amie journaliste d'investigation, qui a gardé mon histoire pour elle mais dont la simple existence était une menace silencieuse, sourit. Et Antoine, le propriétaire du Chant des Oiseaux, mon confident silencieux, est là aussi, son calme apaisant rayonnant dans la pièce. Sophie prend la parole. Ils ont essayé de t'enfermer dans une cage dorée, Amélie. Tu as utilisé les barreaux pour construire une échelle et t'envoler. Isabelle ajoute, avec un clin d'œil. Et pour construire une guillotine juridique, ne l'oublions pas. N'aurions. Un rire léger, libéré. Puis Antoine lève son verre plus haut. Son regard est doux, profond. À la liberté, dit-il simplement. Pas celle qu'on nous donne, mais celle qu'on prend. Nous trinquons. Le cristal teinte, un son clair et joyeux qui efface le souvenir de la flûte brisée au mariage. Je bois une gorgée de vin, sentant sa chaleur se répandre en moi. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais ce que j'ai perdu n'était qu'une illusion toxique. En échange, j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Je me suis gagné moi-même. Mon sourire, ce soir, n'est pas un sourire de victoire, ni de vengeance. C'est un sourire de paix. Une paix conquise, méritée. Une paix totale.